c'est très cool, hein, 70, 73. Ça a commencé une année avant, ce même climat, avant l'élection, et ça s'est continué après. Et ce climat de tout est possible, on veut changer. Et on a commencé un moment qui a amené à une révolution. Et maintenant, regardez d'ici, maintenant, quand j'étais au Chili, je ne le voyais pas comme une révolution. Regardez d'ici, je le regarde, c'était une révolution, une véritable révolution. Les nationalisations faisaient partie du programme de l'unité populaire. La fleur essentielle de cette nationalisation, l'emblème, le paradigme, ça a été évidemment la nationalisation du cuivre. Jusqu'alors, le cuivre était entre les mains de compagnies nord-américaines, essentiellement, états-uniennes pour être plus précis, la Kennecott, etc. Et il y a des années que la gauche réclamait que le cuivre redevienne chilien. Le cuivre, c'est les salaires de Chili, donc il faut que ces salaires restent au Chili. À l'époque, c'était la seule ressource. Il n'y avait pas d'autres exportations massives. Aujourd'hui, il y en a, ça s'est un peu diversifié, mais les cuivres continuent à être, je dirais, le salaire du Chili. Donc ça, sans aucun doute, c'est donner les moyens de faire ce qu'on devait faire. Industrialiser le pays, financer la santé, financer l'éducation, financer les infrastructures, doter le pays d'une base sur laquelle on puisse aller plus loin. C'est pas par hasard qu'on dit les jours de la dignité nationale. La dignité, c'est la dignité. Ça veut dire on devient digne. On est un peuple qui a eu la capacité de s'organiser, de penser, de réfléchir et de mettre en pratique et s'approprier de sa souveraineté, d'être indépendant et ouvrir un espace, une porte, une fenêtre. On va passer un mur de l'autre côté dans lequel on va pouvoir définir la société qu'on veut parce que peut-être on aura les moyens. Pendant toute l'année 70 et 71, l'économie chilienne a fort bien marché. Pourquoi? Parce qu'elle ne tournait qu'à un petit régime et le fait d'avoir augmenté les salaires en essayant de bloquer les prix a permis à Allende et à son gouvernement de provoquer un appel d'air de la consommation pour demander aux usines de fabriquer davantage. Et du coup, l'industrie chilienne s'est mise à travailler pratiquement à 100% de ses capacités de production. La réforme agraire, c'était une décision très importante. Je me rappelle du passage de ces lois et surtout quand on entendait les travailleurs s'exprimer avec quelle joie et quelle fierté. Et ils allaient devenir donc propriétaires des terres qu'ils travaillaient depuis des générations. Et en même temps, comme je te disais aussi, la haine de ces propriétaires qui ne voulaient pas rendre les champs et les cultures et qui préféraient les brûler au moment où le transfert s'est fait. Et cela donc donnait à ces paysans, loin des villes, donc loin d'une culture politique, loin de la culture tout court, la possibilité de prendre conscience de leurs intérêts et des moyens d'intervenir politiquement. Les problèmes des logements étaient affreux. À l'époque, il y a eu ce qu'on appelait la stoma, c'est-à-dire la naissance des populations. C'est-à-dire on prenait des terrains vides sur lesquels il n'y avait rien et on installait des gens qui vivaient les uns sur les autres par des centaines dans des taudis misérables. Il y a un architecte qui a travaillé au ministère du Logement avec nous à l'époque, moi aussi j'en faisais partie du ministère du Logement, qui a fait une analyse qu'il a publiée récemment. Il dit « Jamais, jamais dans l'histoire du Chili, il y a eu autant de logements construits dans une période si courte que pendant les 3 années d'Allende. »
les bénéfices qu'avaient tirés les compagnies privées états-uniennes du cuivre au cours des 16 dernières années avaient été si considérables qu'ils ont été jugés, entre guillemets, comme excessifs. Et à partir de cette notion de bénéfice excessif, Allende, au lieu de indemniser les compagnies comme elles espéraient l'être, a établi que les bénéfices excessifs, ils s'étaient déjà payés sur la bête, en quelque sorte, et que les bénéfices gigantesques tirés pendant les 16 premières années, les 16 dernières années de l'exploitation jusqu'au moment de la nationalisation, que ces bénéfices étaient suffisants et donc il n'y a pas eu d'indemnisation. Et ça a été, comme on dit en espagnol, sangre en el ojo, c'est-à-dire ça a été ce qui a provoqué l'extraordinaire rage des compagnies américaines et la mauvaise humeur, pour employer un terme tranquille, de la part des États-Unis. Les choses les plus basiques étaient compliquées. On nous faisait perdre beaucoup de temps à nous nourrir, à trouver des magasins. Il y avait tout qui manquait, absolument tout. Parce que tout à coup, le sucre, l'huile, la viande, c'était introuvable. Et bien sûr, ça frappait tout le monde. Et malgré cela, les gens quand même comprenaient très bien qu'il y avait là un complot. Il y avait une action politique. Que c'était politique. Et que même si on devait manquer d'huile, de sucre et d'autres denrées, que tenir bon avait un sens. Quelquefois, je me souviens de m'avoir engueulé avec quelqu'un en disant que c'était pas la faute au gouvernement qu'il y a eu tout l'acquis que nous faisons, le manque de provisions, c'était pas la faute au gouvernement, que c'était la faute à la droite qui faisait tout ça pour faire tomber justement le gouvernement. Voilà, de la droite, je dirais surtout de Nixon, puisque Nixon, il l'a dit pratiquement publiquement, aujourd'hui c'est connu dans les archives américaines, qu'il avait dit, on va leur refuser tout, l'eau et le pain, et le sel, ils vont crever de faim. Et c'est ce qu'ils ont fait. La droite chilienne a organisé la pénurie, mais là c'était la pénurie totale de tout. Moi j'étais, par ma profession, liée à des chantiers, on n'avait pas de clous. Il y avait deux usines de clous au Chili, il n'y avait pas de clous. Mais pourquoi? Parce que la production était stockée sans faire la distribution. Mais comme ça, c'était avec de la farine, avec tout. Ils savaient organiser un système des marchés noirs pour effectivement mettre en échec les gouvernements de l'unité populaire. D'où la naissance des JAP, des Juntas de Abastecimiento Popular, pour essayer de contourner les problèmes du marché noir. Les JAP en question, c'était des assemblées populaires par quartier qui recevaient directement par camion les produits essentiels et qui s'étaient organisés pour les distribuer à l'échelle du quartier d'une manière la plus équitable possible et en évitant tout surprix, tout prix excessif qui aurait été considéré comme du marché noir, ce qui était vendu à un prix tout à fait raisonnable et moins cher que dans les grandes surfaces même.